Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, deux grands rendez-vous. D'abord, les interviews de l'IA avec les acteurs qui font l'actu dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, je proposerai de découvrir une jeune pousse, Heidi Protect. Allez, c'est parti. On commence cette édition par les interviews de l'IA et les acteurs qui font l'actu dans le domaine de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons la docteure Anne-Elisabeth Courrier. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous travaillez sur l'éthique, la gouvernance de l'IA et vous organisez un serious game avec des étudiants internationaux, voilà, pour repenser avec eux l'enseignement supérieur à l'ère de l'intelligence artificielle. À côté de vous, Constantin Berthelier. Bonjour. Constantin, CEO fondateur de Arda, qui a lancé une application qui permet de créer des histoires interactives. Absolument. En quelques minutes, vous nous dites. Oui. Ok, on verra ça. Et notamment, vous avez fait un jeu pour la municipale Pour la municipale à Paris. à Paris. Absolument. Bon, très bien. On va parler de ça. Vous venez de l'univers du jeu vidéo. Absolument. Serious Game, jeux vidéo. Vous allez voir, tout ça se croise. On commence avec Jonathan Amar. Bonjour Jonathan. Bonjour. Dirigeant dans le secteur des services numériques, membre du conseil d'administration de Numéum, vice-président de la commission emploi formation et donc annonce nouveau président des talents du numérique, association donc, qui fait référence aujourd'hui en matière d'orientation vers le numérique. C'est aussi un think tank qui réunit donc, des établissements, mais aussi des entreprises à travers Numéum et le SIGREF qu'on connaît bien. Alors, quel est votre constat déjà en matière de cursus lié au numérique? Est-ce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'on a un manque de compétences, on a un manque de formation aussi? Oui. On a un manque de tout, en fait. On a un manque Ah non, c'est pas ça. Non, je ne vais pas dire ça comme ça, mais en fait, oui, on n'a pas un manque de... On a un manque de compétences, c'est clair, puisqu'on a besoin de 5 à 10 000 ingénieurs chaque année. Oui. Alors, on a connu dans le monde du numérique un petit passage à vide ces 2 dernières années. Bon, ça reprend, c'est en train de reprendre. On espère de manière assez dynamique. Donc, on va reprendre un peu ce grand débat sur la pénurie de compétences numériques. Et c'est un sujet que Talents du numérique traite vraiment à bras-le-corps. Et on le traite... Pour avoir les compétences, il faut avoir les jeunes qu'on forme à ces sujets. Est-ce qu'on a suffisamment de formation aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont adaptées? On a en tout cas beaucoup de formations et qu'il faut adapter, effectivement, parce que vous êtes en train de parler de quelque chose de très important, c'est-à-dire de la mise en place de programmes de formation qui sont vraiment réfléchis, travaillés par les acteurs du numérique d'un côté, les utilisateurs bien sûr du numérique aussi, et puis de l'autre côté, les établissements qui vont enseigner à nos jeunes les formations qui sont les bonnes formations par rapport aux besoins du marché. On parle un peu de skill gap, en fait, effectivement, le côté besoin des entreprises, d'un côté, et ce que peuvent délivrer les écoles d'enseignement supérieur, notamment dans le numérique. Est-ce que vous voyez arriver les jeunes qui cherchent des orientations dans le secteur du numérique? Vous avez l'impression aujourd'hui qu'ils ne sont pas forcément équipés pour répondre aux attentes des entreprises qui recrutent? Bon, d'abord, on a de très très bonnes écoles en France dans le numérique. On a des ingénieurs qui sont extrêmement bien formés. Je vous rappelle qu'on a quand même 15% de nos ingénieurs qui partent à l'étranger, c'est pas pour rien. Ils sont chassés. Ouais, on aimerait bien les garder, notamment pour des raisons d'autonomie, pour des raisons de souveraineté. Ils sont chassés, effectivement. Donc, comme notre docteur qui est parti aux États-Unis. Voilà. Moi, je peux vous en fournir. Écoutez, on est tous, on serait ravis. Donc oui, effectivement, ils sont bien formés. Le tout, c'est qu'ils sont, voilà, il faut les préparer. En fait, il faut une employabilité forte de la part de nos jeunes diplômés. Voilà, une bonne école qui se différencie, c'est une école qui va présenter des étudiants employables très rapidement. Voilà. Et donc, est-ce qu'on a toujours un problème aussi sur la manière dont le numérique est enseigné à l'école? Je ne parle pas de l'enseignement supérieur, là, je parle collège, lycée. Là, vous touchez le cœur du sujet, en fait. Ouais. Là, vous êtes dans le cœur du sujet. À Talents du numérique, on a une conviction, c'est qu'il nous faut parler quasiment tous les jours avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est notre interlocuteur privilégié. D'accord. C'est là que tout se passe, d'accord, pour justement influencer ces politiques au niveau du numérique. On a bien compris que le numérique était un sujet économiquement extrêmement valable, on va dire, ok. Mais de l'autre côté, ça reste un sujet un peu compliqué
à appréhender par rapport aux parents, par rapport aux enseignants, par rapport au gouvernement. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est des schémas de pensée, c'est des biais, en fait. Je peux vous parler des femmes, par exemple, dans le numérique. Je vous rappelle ce que c'est que Talents du numérique, quand même, c'est une association qui regroupe, en fait, d'un côté, ce qu'on appelle les numérisants, les entreprises, en fait, numériques, qui vont travailler qui sont les acteurs du numérique. Vous avez, d'un autre côté, les entreprises numérisées, donc les clients, en fait, du numérique, les utilisateurs du numérique. Et là, on est représenté par Numéum et le SIGREF. Et puis de l'autre côté, vous avez les établissements d'enseignement supérieur, qui sont des établissements qui sont censés faire du numérique dans les écoles. D'accord ? Voilà. Donc, et promouvoir ces programmes et réaliser ces programmes. C'est je dirais, la conjonction de ces deux mondes qui va produire des programmes de formation qui sont adaptés. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, hein, je vous presse un peu, Pardon. je suis désolée, mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui au collège, au lycée, sur la formation au métier de demain du numérique? Déjà, alors on va aller très vite. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'aspect NSI. Que vous devez sûrement connaître, oui. Pour les sciences de l'informatique. Donc là, l'aspect NSI, elle est présentée dans le programme général dans à peu près 60% des lycées français, avec en plus un déséquilibre régional territorial assez fort. Ah oui. Donc déjà, 100% des lycées n'ont pas et ne présentent pas l'aspect NSI. D'accord. Donc déjà. Intéressant. D'autre part, vous avez des élèves, l'aspect NSI, on l'apprend en première, ok ? Et ensuite, quand vous arrivez en terminale, vous prenez en première 3 SP, et en terminale, vous devez en choisir 2, oui. pour faire court et rapide. Donc, en général, l'aspect NSI... Ben voilà. Oui. Et l'aspect NSI, elle est abandonnée par 50% des élèves qui ont pris cette spécialité. Pourquoi ? Parce que maths, physique, on va aller d'abord sur quelque chose de plus rassurant, de plus connu, de plus démocratisé. Donc on va aller sur d'autres métiers. Donc l'aspect informatique ou l'aspect numérique est laissé un peu de côté. On a un problème d'orientation. Les professeurs ne sont pas très entraînés, très au fait et très informés pour aller indiquer aux élèves qu'il y a quelque chose à faire dans le monde du numérique. Est-ce que, parce que là, vous venez d'être nommé à la présidence des talents du numérique, est-ce que dans votre feuille de route, c'est ça le sujet numéro 1 ? Quel est votre sujet numéro 1 ? C'est parler avec le ministère de l'Éducation nationale. Oui, donc c'est l'école. C'est l'école, bien sûr. C'est travailler sur l'école. Sur l'enseignement supérieur, ça va, ça se passe bien ? Alors on avance à petits pas, doucement mais sûrement. J'ai l'impression, je me demande s'il n'y a pas aussi une question sur la manière d'enseigner. Parce qu'on a besoin avec l'IA d'avoir une expérience. Et donc cette manière d'enseigner où on considère que l'enseignement est basé sur le transfert de connaissances, comme l'IA en fait nous alimente constamment, je ne suis pas sûre que ce soit encore la manière la plus pertinente de voir le monde aujourd'hui et d'apprendre à nos jeunes, comme on dit en anglais, de make them learn. Right? Comment on les fait apprendre vraiment. Et oui, parce qu'aujourd'hui, j'en parlais récemment avec une jeune étudiante, c'est vrai que l'école, on est en classe, on écoute le cours, et puis après on rentre chez soi, on doit travailler. Aujourd'hui, on a plein d'outils numériques qui nous permettent de travailler beaucoup plus rapidement. C'est ça. Mais ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qu'on fait d'autre en classe, finalement, et comment on appréhende ces outils. Mais pour ça, il faudrait que tout le monde soit formé aussi à l'utilisation de ces outils. Oui, et à mon avis, la formation des professeurs est primordiale. Ouais. Oui, mais le renouvellement aussi du mindset, de la manière dont on conçoit l'enseignement, de manière à ce qu'on envisage davantage de place à l'expérience, au projet, et qu'on travaille sur ces questions-là, sur l'amélioration, la réexpérience, le réapprentissage, de telle manière que... en réalité, on ait cette expérience et on soit fort de l'expérience pour ne pas se sentir un peu dépourvu ou démuni face à un outil informatique dont on n'a pas, on maîtrise pas le coding. Et puis vous parliez de NSI, c'est vrai que le numérique, c'est pas que de l'informatique. Il y a tellement d'autres métiers dans le numérique, tellement d'autres manières d'envisager le sujet. Oui, mais j'ai quelque chose peut-être à dire là-dessus. C'est que, par exemple, dans le domaine du jeu vidéo, beaucoup de jeunes veulent venir faire du jeu vidéo, et le jeu vidéo, c'est du logiciel, c'est de l'informatique. En fait, là, il n'y a pas besoin, il y a déjà une telle appétence des jeunes pour pouvoir, consommer. Et là, on parlait des parents, les parents veulent toujours freiner la consommation de jeux vidéo, qui, je pense, est bien.
Mais il y a une telle soif de freiner ou est bien de jouer? Ah non, oui, je pense qu'il faut... C'est une phrase à double sens, là, que oui, vous pardon. avez faite. Non. Je suis pour que les parents contrôlent un peu le temps du jeu vidéo. Absolument. Okay. Et l'accès aux écrans. Mais en fait, dans mon domaine, dans le jeu vidéo, c'est que quasiment le problème est contraire. Il y a une telle appétence pour ça, pour apprendre, que en fait, les jeunes ne voient pas le besoin dans l'école de... Oui, mais on pourrait exploiter justement cette appétence. Oui, il y a beaucoup de choses. Oui, mais c'est peut-être la prochaine génération qui va être plus à même d'enseigner la prochaine. C'est vrai. Encore une fois, c'est tout le sujet, Constantin. C'est-à-dire qu'on passe... Nous, ce qu'on veut faire, en fait, c'est de les faire passer de consommateurs à acteurs du numérique. Là, je vous suis. Voilà. Ce sont des consommateurs du numérique aujourd'hui, les jeunes, pour la majorité. Ils consomment à fond, vous le savez bien. Mais là, on voudrait les faire passer en acteurs. Alors, c'est différent. J'enchaîne avec... Même plus loin, je dirais qu'il faut qu'ils soient proactifs. C'est-à-dire qu'on les fasse venir et qu'eux-mêmes, en plus, prennent l'initiative. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure... Non, je voulais enchaîner parce qu'on n'a plus que 10 minutes, excusez-moi. Je voulais enchaîner justement sur la partie passer de utilisateur à acteur via la question de la créativité. Constantin Berthelier, justement, avec Arda, vous fournissez un logiciel qui va permettre de s'emparer de cette technologie, d'en faire quelque chose. Qui permet déjà. D'en faire quelque chose, d'en faire quoi alors précisément? Qu'est-ce qu'on fait avec Arda? Avec Arda, c'est une plateforme accessible à tous, qui permet à quiconque déjà de jouer à des expériences interactives, en fait des histoires. Mais de fabriquer soi-même son histoire, en fait. C'est ça. Voilà, il y a toujours univers. deux modes, jouer et construire. Fabriquer un univers jouable via une série de questions simples. Qui est le personnage principal? Quel est le second personnage principal? Où est-ce qu'on est? C'est vraiment des questions de construction de récit extrêmement simples. Après, si on peut commencer à faire ça à quel âge? Dès qu'on sait lire et cliquer. Vrai super. Oui, a priori. Okay, génial. Oui. Et on fait ce qu'on veut. Donc, on fait de la fiction. Moi, je suis auteur aussi, donc j'adore construire de la fiction. J'ai une capacité sans fin de proposer des récits, mais aussi des choses très pratiques, de la non-fiction, de l'apprentissage. On peut très bien proposer. Pour mon épouse... C'est-à-dire faire du serious game, c'est ça? Absolument. Pour mon épouse, je suis en train de faire un programme avec Arda pour apprendre le français au niveau DELF B2. Voilà, c'est très spécifique. D'accord. Donc je vais lui faire, mais ça sera fait en 10 minutes. Il faut juste que je le fasse. Et donc, oui, c'est important. Et ça, c'est en utilisant des grands modèles de langage? Absolument. Oui, c'est très IA natif, parce que j'ai embrassé l'IA générative quand elle a explosé il y a 3 ans, quand tout le monde a connu ChatGPT, via mon travail de narrative designer dans le domaine du jeu vidéo. Et petit à petit, le cheminement s'est fait, au fait, de vouloir donner l'accès à la construction de récits à tous. Et donc, oui, n'importe... Donc, en fait, est-ce que vous êtes là en train de disrupter l'industrie du jeu vidéo? On va tous créer nos jeux vidéo? Parce que ça demande aujourd'hui quand même beaucoup de moyens. Hein. Alors, oui. Mais la question, la réponse, c'est oui. Ouais, vous pensez? Oui. Ah oui. Ah, c'est pas je pense. En fait, si on suit la trajectoire de l'industrie, et Arda vous permettra de faire des expériences très sympathiques avec des visuels assez statiques. Ça reste du texte. Oui. On est au début et on a les moyens qu'on a. Mais évidemment, vous, Delphine, vous pourrez aller dans 2 ans faire un jeu vidéo sur le thème que vous voulez, par exemple vos vacances. Et ça ressemblera... Je vais réfléchir. Ça ressemblera à un jeu vidéo commercial qui est disponible à la Fnac pour 50 €. Dans 2 ans, vous Oui, à peu près. Et vous l'enverrez à vos amis. Voilà. Alors, Anne-Elisabeth Courrier, donc fondatrice de Simuvaction. On en parle parce que là, c'est l'actu. Hein, donc, on a le 25 mars une quarantaine d'étudiants de 18 universités à travers le monde qui ont participé en fait à un programme international où vous les mettez quoi? Tous ensemble pour réfléchir à comment... Demain, on va enseigner à l'ère de l'IA. Comment est-ce que vous procédez pour faire émerger des nouvelles idées? Voilà. Alors, donc, en fait, c'est un programme que j'ai créé pendant le Covid, au moment où j'ai réalisé que les scientifiques ne parvenaient plus à se faire entendre des politiques et les politiques n'arrivaient pas à écouter les scientifiques. Et donc, non seulement il est international, c'est-à-dire qu'on gère la dimension culturelle, mais on s'occupe aussi de la dimension interdisciplinaire. Et donc, on a 44 jeunes actuellement. Qui viennent de 43, pardon. Oui, c'est ça. Qui viennent de 18 universités, donc de l'Inde, Brésil, Kenya, France, Pays-Bas. Mais comment vous les mettez en situation justement de réfléchir ensemble à ce sujet? On travaille sur la même chose, on travaille sur un scénario.
Donc, je crée un scénario. En fait, si vous voulez, je travaille sur l'éthique de l'IA, mais je m'aperçois que si je parle dans une lecture, comme on le faisait auparavant, comme le font encore nos professeurs, j'enseigne de manière descendante, finalement. Exactement. Oui. En fait, d'abord, j'intéresse ceux qui sont déjà un peu intrigués par cela, ou parfois ceux qui ont peur, mais j'ai pas du tout envie qu'ils aient encore plus peur. J'ai envie qu'ils pratiquent l'IA, mais qu'ils le pratiquent de manière responsable. Donc il faut que je les accompagne. Et donc c'est pour ça que la dimension du jeu vidéo, du jeu interactif, du jeu en personne, quel est le scénario très sur lequel important. vous Alors les engagez? tous les ans, on change de scénario. L'année dernière, on a travaillé sur le droit au travail et le travailleur augmenté, parce que c'est un sujet qui va exploser dans les 4 ou 5 prochaines années. Ouais. Cette année, on travaille sur un sujet qui intéresse particulièrement nos jeunes. On les fait travailler sur le futur de l'éducation. Et en ce moment, là, à l'ICEP, donc, qui est une école d'ingénieurs, donc nous travaillons sur la customization, donc de la personnalisation par l'IA de l'éducation. C'est-à-dire qu'avec l'IA, on a personnalisé la finance, on personnalise la médecine. Qu'est-ce qu'il advient si on personnalise l'éducation? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire des curriculums qui vont jusqu'à être individualisés? Que devient à ce moment-là le rôle de l'école? Que devient le rôle du prof? Et qui finalement... Le projet collectif. Exactement. Et donc la question qu'on a posée à nos étudiants, c'est qui a le pouvoir dans le futur de définir ce que c'est que l'école? Est-ce que ce sont les États? Est-ce que ce sont les associations? Est-ce que ce sont les big tech? Parce qu'elles savent très bien ce qu'elles veulent nous vendre, n'est-ce pas? Donc, qui décide en réalité qui a les data centers? Où est la souveraineté? J'ai peur de connaître les réponses à toutes ces questions. Ah mais non. Nos étudiants hier ont montré vraiment qu'ils étaient extrêmement actifs. Ils ont eu des nouvelles idées. Nous sommes suivis aussi par soutenus par des organisations internationales. C'est-à-dire que là, nos étudiants dans le Serious Game, ils doivent jouer un meeting international de ce qu'on appelle le Global Partnership on AI, du partenariat mondial sur l'IA, qui est en travail aujourd'hui avec l'OCDE. Et donc, mardi après-midi, on a eu quelqu'un de l'OCDE qui est venu nous parler de cela. Et dans notre programme, on a un mentorat. Et le mentorat est que les étudiants qui travaillent avec vous soient super impliqués, mais ça en fait que 43 ou 44 dans le monde pour l'instant, donc c'est pour ça. Ouais. Mais est-ce que... J'espère que ce sera démocratisé, qu'on arrivera à développer. C'est ça qu'on cherche à faire. Est-ce que vous constatez que la personnalisation de l'éducation avec l'intelligence artificielle, ça peut mener vers quelque chose de positif, comme vous dites, de personnaliser, mais du coup, ça peut emmener chaque élève, en fonction de qui il est, vers la direction qu'on souhaite, ou ça peut créer justement des inégalités, casser ce grand projet social commun? Alors pour vous répondre, je vais vous parler de la voiture. La voiture, c'est un outil qui pourrait servir le pire comme le meilleur. Aujourd'hui, nous avons appris dans nos usages à faire de la voiture un outil de mobilité. Mais ça pourrait être aussi quelque chose qui va vers le terrorisme. C'est la même chose avec l'IA. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à apprendre aux gens à utiliser l'IA de manière responsable, de manière éthique. Et donc, la question de l'éthique va apporter énormément de nouveaux jobs. Nous avons besoin de talents, non seulement en ingénierie, mais aussi en éthique de l'IA, en philosophie, en responsabilité, pour avoir une innovation responsable. Et donc, c'est là où il faut repenser la manière dont on enseigne le numérique à l'école. Exactement. Ouais. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, on a les bonnes personnes, notamment. Nous avons ce matin, comme keynote speaker, Colin de la Higuera, qui dirige une chaire de l'UNESCO sur l'utilisation de l'IA à l'école, qui a pensé ces questions-là depuis des années, qui est professeur à Nantes. Ouais. Et donc, oui, il y a de plus en plus de personnes qui s'impliquent. Et puis on a aussi le soutien des organisations internationales. L'UNESCO a fait quand même des choses particulièrement intéressantes cette année, des publications, le GPAI aussi. Donc, bon, il y a des choses qui arrivent, qui sont sur le terrain. On est en transition, mais on avance. Je peux rebondir? Oui, une réaction, bien sûr. Ouais, alors en fait, par rapport à l'IA, il y a, pour moi, si vous voulez, il y a, moi je le vois avec le prisme métier, qu'est-ce que ça débouche sur quoi en fait? Il y a plusieurs familles en fait. Il y a une grande famille de métiers, ce sont ceux qui vont devoir concevoir l'IA. Donc ça c'est plutôt techie, hein, d'accord? Les ingénieurs IA, les MLOps, les data analystes, etc. Enfin les big data, etc. Vous avez une autre famille
qui va plutôt gérer la partie gouvernance de la data, la partie cybersécurité de la data, etc. Donc tous ces gens-là, parce qu'il faut quand même bien gérer tout ça. Vous avez une autre partie, en fait, où ça va être les métiers classiques qu'on a aujourd'hui, mais qui vont être augmentés par l'IA. Donc, il va falloir effectivement bien comprendre l'IA et utiliser l'IA de manière plutôt frugale et aussi de manière responsable et éthique. Et puis, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a d'autres métiers, toutes les méga tendances à côté. Même si l'IA est une super méga tendance, les méga tendances, c'est la transition écologique, c'est le care, c'est l'énergie, etc. Où là, tous ces métiers vont devoir transversalement utiliser l'IA. Voilà, pour moi, si vous voulez, Oui, mais pour l'instant, on est d'accord avec vous, mais ça doit faire partie, j'imagine, de vos combats, de votre feuille de route. Mais pour l'instant, ces sujets, ils ne sont pas traités comme ça à l'école. Non, mais on les traite avec l'enseignement supérieur, on les traite dans les entreprises, on les traite en formation continue. Mais ça commence. Il va falloir aussi penser des nouveaux métiers vraiment de l'humain. Moi, je viens du jeu vidéo aussi, mais j'ai aussi fait beaucoup de jeux de romance. Je fais très vite. Les jeux de romance, c'est des simulations. On est dans des relations amoureuses et ça marche très bien. Vous mettez de l'IA là-dedans, c'est explosif, ça marche très bien aussi. On est sur des marchés à 50 milliards de dollars. Ça a des effets positifs, les gens aiment ça. Ça pose des questions éthiques monumentales. Mais venant du genre du jeu vidéo, je répète un peu ce que j'ai dit. Le jeu vidéo, c'est très bien, mais il faut passer du temps avec ses enfants. Et je pense qu'il y a aussi des nouveaux métiers très humains à penser. Oui, et effectivement, sur la partie éthique et les émotions. Oui, la gestion des émotions, et donc l'IA émotionnelle, et c'est quelque chose qui s'en vient. La neuroscience va être appliquée aussi à ça, parce qu'avec l'IA, on arrive aussi à mieux comprendre comment fonctionne le cerveau humain. Mais je voudrais aussi insister sur Alors, vous avez... chose. Non, on n'a plus de temps. Une phrase, mais... Ok, pensons aussi à tous ceux qui sont nous-mêmes sur le marché du travail, parce qu'il faut aussi qu'on repense l'enseignement en se disant il faut qu'on soit upskillé, reskillé, tous les 5 ans, il faut qu'on se reforme. C'est ce que vous disiez aussi, c'est sur la formation. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Merci beaucoup, docteur Anne-Elisabeth Courrier était avec nous, fondatrice donc de Simuvaction, et Constantin Berthelier également, CEO fondateur de Arda, et Jonathan Amar, le nouveau président de Talent du numérique. On continue ensemble, on va découvrir une jeune pousse dans le domaine de la cybersécurité. On termine cette édition avec une jeune pousse à découvrir. Avec moi, Philippe Canté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO, le cofondateur de ID Protect, donc solution de cybersécurité, comme on l'entend déjà dans le nom. C'est français, je le dis. Et l'idée, c'est de prévenir l'usurpation d'identité. Comment est-ce que vous faites ça ? Alors, prévenir l'usurpation d'identité, c'est un challenge. En fait, tout le monde pense que c'est une fatalité. En revanche, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à chaque citoyen de pouvoir être alerté lorsque son identité est utilisée chez nos partenaires bancaires, organismes de crédit, ce qui va leur permettre de recevoir une notification sur leur téléphone et d'accepter ou de refuser que leur identité soit utilisée. Donc, à chaque fois que donc vous travaillez sur des partenariats, j'ai bien compris. À chaque fois que l'un des partenaires avec qui vous travaillez a une demande d'authentification, c'est ça ? Tout à fait. Vous alertez la personne. Tout à fait, c'est ça. En fait, nos partenaires sont contraints de vérifier l'identité de leurs clients. Pour ça, ils vont utiliser des outils de vérification d'identité, mais ils n'ont pas de certitude que la personne qui présente le document est bien celle qui veut en faire usage. Parce qu'il y a la double authentification aujourd'hui. Exactement, mais pas sur le document d'identité. C'est pour ça qu'on a mis en place un 3D Secure sur le document d'identité. Ça fonctionne de la même manière que lorsque vous payez sur Internet. Vous allez recevoir une notification sur votre application bancaire et vous allez devoir accepter ou refuser. Mais quel document d'identité, précisément alors ? Le passeport, la carte d'identité, permis de conduire, titre de séjour. Tous ces documents-là sont demandés dans le cadre d'une entrée en relation en banque et donc, ou en organisme de crédit. Et donc, ce sont sur ces documents qu'on va pouvoir protéger. Mais c'est la version numérique que vous protégez ? Tout à fait. Alors, pour le coup, c'est... pas la version papier. Alors, la version papier, en effet, en fait, on se rend compte aujourd'hui on rencontre de moins en moins notre banquier. En fait, tout se fait de manière digitale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le besoin est sur la protection du document numérique. Est-ce que vous allez aussi surveiller, scroller ce qui se passe dans le dark web pour vérifier s'il y a des identités qui se baladent ? Parce qu'on a ça aujourd'hui, on a ces systèmes sur les coffres-forts de mots de passe.
des alertes quand notre mot de passe se retrouve sur le dark web. Tout à fait. On a mis en place ça, c'est la surveillance dark web. On le fait à la fois sur un nom, un prénom, un numéro de téléphone, une adresse email, mais on le fait également sur les documents d'identité. Donc on va aller surveiller sur des sites qui sont utilisés par les fraudeurs pour pouvoir échanger ou même qui sont parfois mis en vente. On va surveiller que votre identité n'y est pas pour que vous puissiez recevoir une alerte et donc pouvoir vous protéger. Ça demande d'énormes moyens, ça, aujourd'hui. Enfin, comment vous êtes constitué? Alors, combien de personnes dans votre start-up? Avec qui vous travaillez? Aujourd'hui, nous sommes 5 chez ID Protect. Okay. C'est une start-up qui est née en 2021. Partant du constat qu'il y a de plus en plus de fuites de données aujourd'hui, on a d'abord travaillé pour parler aux citoyens et faire en sorte de leur dire qu'aujourd'hui, il existe une solution. En parallèle, on a dû évidemment créer des partenariats avec des acteurs, soit des prestataires qui font les vérifications pour le compte des banques, des organismes de crédit. Je pourrais citer, par exemple, aujourd'hui, on travaille avec Sofinco, qui souhaite d'une part se protéger contre l'usurpation, mais qui souhaite également proposer en fait cette protection à leurs clients dans le cadre d'un crédit qui soit protégé, quoi. Oui, pour accorder le crédit à la bonne personne. Tout à fait, c'est ça. On travaille également aujourd'hui avec une 60aine d'acteurs, donc des financeurs, qui chez qui la protection est efficace, donc ce qui nous permet en fait de pouvoir proposer une solution de plus en plus efficace qu'on construit au fur et à mesure pour le citoyen. Mais sur quoi repose votre technologie? Parce que je vous parlais des moyens nécessaires. Comment vous travaillez? Avec quels outils vous travaillez pour que ce soit efficace? Sans avoir une armada de développeurs avec vous? Alors nous, ce qu'on fait, c'est lorsqu'un citoyen va venir, on va lui proposer une application mobile sur laquelle il va pouvoir enregistrer certaines informations le concernant. Nous, on va récupérer le numéro du document, le type de document, le pays émetteur. Ces informations sont évidemment très sécurisées chez nous. Elles sont hachées, donc on n'a pas l'information de base, mais on a un code qui permet de protéger ce document, ces 3 informations-là. Et à partir de ces informations, lorsqu'il y a une vérification qui est faite par les banques, les organismes de crédit, vous allez transmettre votre document d'identité. Ces informations vont être récoltées par la banque qui va faire la vérification et elle va nous les renvoyer. À partir de ce moment-là, nous, on va reconstituer le code et on se dit « Ah ben tiens, ce document vous appartient » et on vous envoie une alerte sur votre application bancaire. Donc concrètement, c'est une base de données qui recense des informations qui permettent d'identifier un document et une application mobile pour rendre matérielle cette protection pour le citoyen. Vous êtes une sorte de tiers de confiance. Exactement. Et c'est comme ça que vous vous positionnez. On se définit, tout à fait. Vous faites partie, vous êtes lauréat même du leadership programme de Diversity Days, et c'est comme ça d'ailleurs que vous arrivez aujourd'hui sur ce plateau. C'est grâce à cette association. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors cette association m'a permis, entre autres, évidemment, d'avoir un grand réseau d'autres entrepreneurs, ce qui nous permet, in fine, de pouvoir challenger notre vision de la protection de l'identité. On a également en fait pas mal d'accès à des décideurs dans des grands groupes. L'année dernière, par exemple, on a fait Vivatech. C'était un salon sur lequel on a exposé. On a rencontré pas mal de décideurs et ce qui nous a permis, in fine, de pouvoir développer et croître au niveau de l'entreprise. Et signer avec des partenaires. Et signer avec des partenaires. D'ailleurs, depuis Vivatech, on a signé avec des nouveaux partenaires. Ok, super. Merci beaucoup, Philippe Canté, d'être venu nous présenter votre start-up ID Protect. Et puis, on va remercier Diversity Days de nous avoir présenté. Merci beaucoup. Et merci à vous tous de nous suivre sur la chaîne Bismart et de regarder Smart Tech. C'est votre émission sur le numérique et ses enjeux et tout le monde de l'innovation. Et on se retrouve jeudi prochain en direct à 10h45 pour le grand débrief.